gagnes beaucoup d'argent en tant qu'arbitre. Tu factures beaucoup à l'heure et tout ça, les commissions, les success fees. Mais pour être nominé, il y a encore beaucoup d'écarts salarial dans le domaine. Aujourd'hui, nous recevons Yacine Sangaré. Yacine est consultante juridique. Elle travaille dans un cabinet international. Elle est basée en Angleterre. À Londres, elle a un parcours qui reflète l'excellence. Elle a été la plus jeune docteure en droit, parce que oui, Yacine a un doctorat en droit. Aujourd'hui, elle est associate director à la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne. Donc voilà, on va parler de son parcours, on va parler de comment on devient un peu tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire avec Yacine, on n'hésitera pas à y répondre et je vous dis bonne écoute. Alors Yacine, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis une jeune dame, juriste de formation, qui a essayé un peu de briser le plafond de verre dans son parcours et qui essaie chaque jour d'avancer dans son projet professionnel, quoi. Donc, Intéressant. ouais, Tu as commencé direct en disant briser le plafond de verre. Tu peux en c'est dire ça. plus déjà. C'est un peu ça ma philosophie. Comme je vais mal le dire, je pense en 2022, j'ai eu à faire une interview entre griffes où je disais que nos seules limites étaient celles que nous mettions comme limites. Sinon, on peut tout accomplir. Le ciel est n'est pas notre limite en fait. Parce que mon nom, mes initiales sont Sky. Tongare Kajiatou Yassine Sky. Et je me dis toujours que Sky is the limit. That is me. Donc, tout ce que je ne peux pas faire, c'est parce que j'ai décidé que je ne peux pas le faire. Sinon, je peux tout faire, en fait. Donc, c'est un peu ça ma philosophie. J'essaie quand même, même si je procrastine beaucoup, j'essaie tant bien que mal, en tout cas, d'accomplir le plus que je sais que je peux accomplir. Donc, c'est ça, c'est un peu ça ma philosophie. Oh, super. C'est super beau en fait de le penser et surtout de l'incarner parce que ça se voit du coup dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours? Alors, déjà, j'ai commencé au lycée de Paris, d'où le podcast. Je suis une à l'ISMA. Et en première, j'ai passé le bac aux candidates libres. Parce que bon, j'étais un peu fatiguée, j'ai dit, bon, allez, j'ai envie de passer au next step. Et j'avais tellement de commentaires sur la terminale, c'était dur, c'était stressant et tout ça. Je dis, ah, non, je vais pas passer par cette étape-là. J'ai essayé de passer le bac au candidat libre comme ça, je vais directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y avait une école à côté de chez nous, à la Riviera Golf, c'était une école EPP. Et j'ai décidé d'aller m'inscrire là-bas parce que notre éducatrice, Madame Oquet, ne voulait pas qu'on passe en candidat libre. Donc, j'ai dit d'aller m'inscrire dans une école primaire. Et puis, ils ont pris mon dossier. Et puis, j'ai commencé à arriver de mon côté. Je ne l'ai pas dit à quelqu'un. J'ai juste demandé l'argent à ma maman. Je lui ai demandé 20 000 francs, je crois. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit non, c'est pour acheter des trucs et tout ça. Et je suis allée, je me suis dit, attends, si je passe, c'est que ça marche là, au moins, voilà. Donc, je garde pour moi et j'ai commencé à réviser pendant les vacances. Mais je sortais comme tout le monde, hein, comme tout élève de première et tout ça avec mes amis et elle savait pas. Elle venait même à la maison et tout. Et puis, dès qu'elle partait après en soirée, la nuit, comme un chat noir, je révisais. Et une fois, mon papa, je crois mon papa ou ma maman, ça c'est ma maman, elle est sortie de la chambre et je sais pas ce qu'elle partait chercher. Et elle m'a vue, elle m'a dit, tu fais quoi? Et tout. J'ai dit, non, je révise. Elle dit, pourquoi? Et j'ai dit, pour le bac. Regardez. Parce qu'en fait, ma grande sœur passait le bac aussi. Donc, elle a dit OK. Et elle est rentrée dans sa chambre. Et le lendemain matin, elle m'a demandé pourquoi je voulais passer le bac et tout ça. J'ai dit non, je vais juste essayer. J'ai dit, je vais juste essayer pour voir et tout ça. Et elle a dit OK. Elle voulait pas. Elle n'était pas pour du tout. Parce qu'elle voulait pas que je brûle les étapes. Et il y a ma soeur aussi qui passait le bac. Donc, elle a dit non, c'est pas nécessaire. Vas-y, attends normalement, quoi. J'ai dit non, je vais juste essayer comme ça et tout. T'inquiète pas et tout. Aucun stress. Elle a dit OK, je vais passer. J'ai eu. Et donc, j'ai eu le bac et tout, ils étaient tous contents et tout, tu sais, les parents.
Et il te dit de pas faire quelque chose, mais quand ça réussit, ils sont contents. Tout le quartier est au courant. J'étais la téméraire de l'enfant téméraire du quartier. Et après ça, j'ai continué mes études au Maroc, à Casablanca, que maman voulait que j'aille en France, mais il n'y avait plus d'inscription pour Campus France. Donc, Hmm. j'ai dû aller. J'ai une amie qui m'a proposé Mondiapolis, qui est une école qui a la double diplomation, droit français, droit marocain et tout ça. Ils étaient affiliés à l'université en France. Et donc, je suis allée là-bas et j'ai fait mes études en droit des affaires. Et ça encore, j'ai rencontré quelques blocages avec mes parents qui n'étaient pas forcément pour, surtout papa. Bon, tu sais, les papas, ils sont très protecteurs. Donc, ils voulaient même pas Il que voulait je pas quoi? parte Que et tu tout. fasses du droit des Que je affaires ou parte que tu partes au Maroc? au Maroc. Il voulait pas que je parte au Maroc. Il a dit que je suis trop jeune et tout. Tu as que 17 ans, patati. Et les Marocains, c'est là, tu vois, les stéréotypes et tout ça. Et pourquoi t'es pas Mais moi, resté genre à l'UKO parce ou à que l'Université de la Guinée ou autre? quand j'ai vu la filière, déjà droit des affaires, ça m'a parlé. Parce que je savais exactement ce que je faisais. Moi, quand j'ai eu le bac, j'ai dit à mon oncle, il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, je vais faire du droit commercial international. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je Mais sais où pas. t'as entendu ça? Je sais pas. Après moi, j'aime à dire que tout ce que je fais, c'est par inspiration. C'est une inspiration divine ou je sais pas. Je savais que, en fait, je sais pas si j'avais vu ça quelque part, mais ça me disait quelque chose. Et donc, j'ai dit, je vais faire du droit commercial international parce que j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est business, commerce international et tout ça. Et donc, et aussi, j'ai toujours aimé l'Angleterre parce que l'Angleterre est le noyau du commerce international. Donc, tout ça, voilà, pour moi, c'était ça ma vocation. Hmm. Et quand j'ai entendu cette filière droit des affaires, j'ai dit, ah, c'est ça que je vais faire. Parce que à Abidjan, il va falloir faire d'abord le droit général et ensuite te spécialiser au master. Mhm. Donc, pendant 3 ans, tu fais le droit général et tout, un peu de tout. Et puis, voilà, tu fais le master. Et moi, je vais me spécialiser directement parce que je savais ce que je vais faire. D'accord, Donc, ok. je voulais absolument commencer par le droit des affaires. Parce que j'avais entendu aussi l'UKO, j'avais au moins 20 matières et tout ça. J'ai dit, ah non. Même, il y a une autre, FUPA, parce que maman voulait m'inscrire là-bas. Maman voulait m'inscrire là-bas quand papa avait exprimé son refus et tout ça. Il préférait que je reste et tout. Et moi, j'ai dit, je vais pas. Moi, je suis très têtue, hein. Je suis très têtue comme personne. Et du coup, j'ai essayé de les convaincre et tout. Et bon, mon charme a réussi à les convaincre et je suis partie. Je suis partie et j'ai essayé de charbonner, charbonner pour qu'ils soient fiers, pour qu'ils se disent pas que voilà, c'était un mauvais choix. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai été major les années que j'ai passées là-bas et tout ça. De ma promotion, franchement, c'était de belles années. C'était dur, mais je me disais, ah non, faut prouver là. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et pendant ma deuxième année, j'ai essayé de postuler à Campus France parce que maman préférait que j'aille en France, puisque elle a de la famille là-bas et tous les Koyaka, ils sont là-bas. Tous les Méités, ils sont à Paris, donc elle préférait que j'aille en France. Euh, donc, j'ai postulé à Campus France et j'ai été acceptée. Donc, je suis allée continuer en droit des affaires. Et là, ouais, c'était pas du jeu. En tout cas, la fac de droit en France, c'est quelque chose. Et c'était extrêmement dur. Franchement, c'était très, très dur. C'est déjà le fait que je devais m'intégrer, le fait que je devais bosser, parce que Une c'était pas législation? c'est pas la même législation, c'était pas le même cursus, la même manière de procéder en termes d'apprentissage. À lui, c'était beaucoup de cours magistraux et tout, et puis des TD et tout à côté. Mais Alors qu'à Casa, c'était comment? Acada, c'était une université privée, donc il y D'accord. avait beaucoup plus de suivi. Ok. Donc, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup plus de suivi. Et puis, voilà, j'essaie de me mettre sur mute. Pas que ça dérange. Sorry.
Je reçois des messages et... Ah, c'est bon. Voilà, à Casa, c'était privé. Donc, il y avait beaucoup plus de suivi et tout ça. On était, quoi, maximum 20 par classe. Il y avait beaucoup plus d'interaction avec les professeurs. Mhm. À Nice, c'était un amphi de centaines d'étudiants. Et voilà, quoi. Tu viens, le professeur, il parle, il raconte sa vie, des anecdotes, mais tout ça, ça fait partie du cours, hein. Donc, t'as pas pris le cours, t'es mort. Et il vient, il parle. Et j'ai eu quelques mésaventures parce on m'avait prévenu, mais après, j'ai pu vivre ça de moi-même. Les étudiants français, généralement, c'est des Français, hein, ils, quand tu t'absentes, par exemple, à un cours et que tu leur demandes de t'aider, si ils peuvent te passer leur cours, ils te donnent leur cours, mais ils changent les dates, ils changent plein d'informations, que tu puisses avoir les mauvaises informations et que tu échoues. C'est vicieux ça. C'est lunaire. Moi, au début, je n'y croyais pas trop. Et après, waouh, donc, ça fait que je ne ratais aucun cours. C'était par Je esprit de ratais aucun cours. compétition? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourtant, il n'y avait même pas encore de concours, hein. C'est quelques années après qu'ils ont instauré le concours pour passer en master 2 et tout. Mais avant, il n'y avait pas de concours, tu bosses et tu passes. Hmm. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Et tu sais, quand tu es noir et que tu arrives dans ce genre d'environnement, on te regarde un peu de haut et tout ça. Ouais. Et du coup, moi, je voulais même pas leur laisser même l'occasion même de penser, même qu'on était, voilà, quoi, que j'étais euh, inférieure à eux et autres. Donc, je charbonnais. C'était l'année la plus dure de toutes mes études. Parce que je me souviens aussi, j'ai même eu quelques petits bobos, une aménorrhée pendant 6 mois. C'était chaud parce que je me mettais une telle pression. Parce que dans l'amphi, il y avait plein de gens qui avaient repris leur année. Je connais même un Ivoirien qui était là-bas, qui était en troisième année comme moi, et qui avait repris chaque année. Il avait commencé la première année, il a repris. Ensuite, la deuxième année, il a repris. Et la troisième année. Pour te dire, Waouh. c'est incroyable. Donc, quand moi, j'ai vu, j'ai dit, ah non, non, non. Donc, je savais que je vais commencer. Tu sais, quand le stress, ça te crée des problèmes et tout Oui. ça. Et j'ai commencé à sentir plein de bobos dans mon corps et tout. Mais je lâchais rien. Je me dis, non, au moins la mention. J'ai majoré à Casablanca. Faut au moins, j'ai la mention et tout ça. Donc, je me mettais une telle pression. Et je me souviens une fois un télé, je crois que c'était droit des sûretés. Euh, je me souviens quand on a fait l'examen. C'était les midterms. Je sais plus, j'ai oublié comment on dit ça en français. Bon, en tout cas, ça, ce Les sont les partiels quoi midterms. en milieu d'année? C'est ça. C'est ça, les partiels. Et moi, j'ai fini, je crois, à 30 minutes. En 30 minutes, je me suis levée. Je suis partie, ils m'ont tous Ça dure regardé. combien Genre, de temps? je crois que c'est 1h30. une heure Ok. trente ou 2 heures. Et moi, j'ai fini en 45 minutes, peut-être. C'est pas un truc comme ça. En tout cas, j'ai pas duré. Parce que j'ai pas dormi de la nuit, hein. Je m'étais tellement préparée. J'ai dit, ah non, moi, je vais tout casser. Donc, je finis, je me suis fait mon programme, je finis, je vais manger mon tacos, et puis voilà, je vais dormir, et puis voilà. Le lendemain, je pars à Toulouse, je vais avec chez ma pote, en tout cas, pour me remonter un peu et tout ça. Donc, j'avais fait mon programme. Donc, quand j'ai vu l'épreuve, tac, 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 je suis partie. Ils m'ont tous regardé, genre, franchement, celle-là, et tout en mode, j'ai rien foutu. Et quand les résultats sont venus, le professeur, elle donnait des notes de manière euh, décroissante. Décroissante, donc de la plus grosse note à la plus mauvaise note. Et je me souviens, ma, euh, je pense que j'ai eu ma feuille en deuxième position. Mhm. Je pense que j'ai eu 15 sur 20. En droit, en droit des C'est sûretés 19 surtout. quoi. Franchement. Et la première feuille, je crois que c'était 15,50, un truc comme ça. Donc, quand après elle m'a donné la feuille, tout le monde me regardait, genre. C'est pas elle qui est sortie au bout de 30 Et minutes, surtout, genre elle n'a rien ça, foutu et là. surtout la noire, là, parce que ils ont déjà des trucs et tout, genre, la noire, là, parce qu'ils s'attendaient pas à ça de moi, Mhm, parce que mhm. je suis noire. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, là-bas. Ils se disent qu'on vient d'un pays qui n'est pas éduqué, tout ça, donc ils étaient allés me regarder, et
En fait, il était tellement tétanisé qu'il croyait pas que ça se laissait entrevoir. Moi, je souriais trop aussi, et tout genre en mode. Flex. Et puis, et je me souviens, depuis ce jour-là, ils venaient me saluer, me parler et tout. Je me suis dit, vous êtes malade, je suis pas votre pote, hein. Et du début à la fin, Hmm, même quand je suis malade, je venais au cours, je prenais mes cours moi-même. Je dis, ah, moi, faut pas que je rate un cours. Et lui, on me donnait un mhm. faux cours là-bas et tout ça. Donc, l'année, franchement, en tout cas, je l'ai fini bien. J'ai eu ma mention, tout ça. Mais c'était très dur. Et pendant ce temps, je postulais aussi pour. Moi, chaque fois que je suis dans un autre pays, je postule dans un autre pays. Je postulais pour l'Angleterre, qui est mon pays final, mon pays de rêve et tout. Parce que c'est ce que j'ambitionnais. Et encore une fois, j'en ai parlé à maman. J'ai dit, ah, que voilà, moi, j'ai envie de faire mon master en Angleterre. Parce que là-bas, les cursus sont beaucoup plus pragmatiques, je C'est-à-dire? pense. En France, c'est beaucoup plus pragmatique en ce sens que l'étudiant est beaucoup plus impliqué dans le cours. Les, les exercices ou les devoirs qu'on vous donne sont beaucoup plus pragmatiques en termes de pratique. C'est pas comme en France où ce que j'appelle du gavage d'oie. C'est vraiment, vraiment, vraiment du gavage d'oie. Tu copies, tu écris, tu dois lire les textes. Tu dois connaître la jurisprudence, pas forcément les dates, mais tu dois connaître la jurisprudence. C'est vraiment la législation. La différence entre le droit civil et le droit commun, ce sont les textes. La common law n'a pas de written law, il n'y a pas de texte écrit. Bon, il y en a maintenant, mais de base, la common law est basée sur la jurisprudence, on va dire. Tandis que le droit civil, c'est beaucoup plus les textes. Chaque année, ils révisent leurs textes. Donc, chaque année, tu dois payer un nouveau code civil, etc., etc., etc. Ils sont beaucoup plus dans les textes, les textes, les textes. Alors que la common law, ils sont dans la pratique, la jurisprudence, qu'est-ce qui s'est passé avant, et ils s'appuient sur ça. C'est comme ça de Marie, ils s'appuient sur le passé pour. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques. C'est-à-dire que s'il y a eu un cas de jurisprudence il y a 10 ans, et qu'ils essaient de résoudre un litige, ils vont se baser sur cette jurisprudence-là et l'appliquer. Donc, c'est beaucoup plus pragmatique, en tout cas, que le droit civil, qui est beaucoup basé sur les textes de droit. Et du coup, en tout cas, j'ai été séduite par le droit anglais et le système anglais même de base. Donc, voilà. Donc, je trouvais que c'était trop de gavage, genre, il y avait trop de choses à apprendre en droit civil, c'était too much. Des choses dont on n'avait même pas forcément besoin. Et donc voilà, donc j'en ai parlé à maman et elle m'a dit non, faut rester en France. En plus, il y a toute la famille là-bas et tu as une tante qui est avocate, qui est à Reims, qui a passé le barreau là-bas et tout. Vas-y, passe le barreau, fais le master, passe le barreau et après tu vas aller là-bas et tout. J'ai dit ok. Donc je vais commencer à postuler. Comme eux, ils aiment qu'on les surprenne. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai postulé et après, je pense, mi-année, j'ai été acceptée par toutes les universités. T'as postulé Et donc, où? Queen Mary, Coventry University, Middlesex, Hull. En tout cas, j'ai postulé pour au moins 4 ou 5 universités, je pense, ouais. Où en Angleterre? Tu Donc, ciblais Londres ou bien t'as un oui, peu... de base, c'était Londres. Mais ça, bon, c'était Londres de base. Mais après, c'est après quand j'ai fini. Bon, j'expliquerai ça par la suite. Mais de base, c'était Londres. Donc Queen Mary parce que c'est une école prestigieuse et puis bon les autres parce que bon c'est plus affordable. Donc j'ai été acceptée donc je lui ai proposé ça. Quand j'ai fini je lui ai envoyé les mails et tout. Et était là. Elle m'a appelé. Elle dit ah j'ai été acceptée tout ça tout ça et elle a appelé tout le monde. Ah Caddy t'es acceptée. Parce qu'elle m'appelle Caddy. Caddy a été acceptée en Angleterre. Ta, 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 ta. Je dis, tu vas en Angleterre l'anglaise. Pourtant c'est toi qui me disais pour. Mais tu Non n'avais je pas suis peur habituée. en allant en Angleterre parce que le droit, c'est quand même très littéraire quand même. Et du coup, tu as été formé principalement en français, donc les termes, tu les connais en français. Là, Mhm. changer presque brusquement de langue comme ça te faisait pas peur? Comment tu t'es préparé à ça? Non, ça me faisait pas peur parce que je suis née prête. Quand j'ai quelque chose en tête, je me donne les moyens.
et j'avais déjà commencé à prendre des cours. Non pas de prendre des cours, mais j'essayais de me former, hem, moi-même en anglais, les termes surtout, j'étudiais beaucoup les idiomes, les différents thèmes, les expressions, de la langue et tout ça pour me préparer. Mais non, j'avais pas particulièrement peur. Tout ce que je voulais, c'était quitter la France. Tu sais, on dit que la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je vais la quitter, c'est tout, et aller dans mon pays de rêve, et là-bas, quand je vais arriver là-bas, voilà, on va se débrouiller. Mais j'étais sûre que j'allais m'en sortir. Que Ok. comme je dis, nos seules limites sont celles que nous nous imposons. Donc pour moi, il y a rien que je ne vais pas faire. J'ai fait Sainte-Marie, je sais pas c'est quoi je peux pas faire encore. Ah, j'adore. Ok. Heu, franchement, donc elle était contente, on a fait la procédure qui était très longue et éreintante. Ça, Justement, j'allais y venir. C'est quoi la procédure? Un, c'était pour les candidatures dans les écoles en Angleterre et deux, quelle est cette procédure longue que tu as faite une fois que tu as été admise? alors déjà, la procédure était assez facile. Actuellement, c'est différent parce Hmm, qu'actuellement, je pense que tu dois passer par une plateforme et tout ça. Avant, tu postulais directement. Tu vas sur le site de l'université et tu envoies un mail avec tous tes documents et ils ok. te répondent. Maintenant, ça a changé. Maintenant, tu passes par une plateforme. Je crois que c'est UCAS ou UK. Ça dépend si c'est master ou sciences, bachelor. Donc, maintenant, tu passes par une plateforme. Mais avant, c'était simple. Tu envoies tes Mhm, documents, tout, 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 par mail, et puis ils te répondent si tu as été accepté ou pas. Et une fois que tu as été accepté, on t'envoie une lettre conditionnelle. Donc, tu es accepté, sous réserve de certaines conditions, heu, telles que le test d'anglais, l'IELTS. Par exemple, ils te demandent d'avoir un certain score. Il y a des universités qui te demandent 6.5, d'autres te demandent 7. Et tu as aussi, les relevés bancaires, et puis, bon, déjà la lettre, ça compte pour 50 dans l'obtention du visa, donc c'est déjà bien. Le relevé bancaire, ça compte aussi pour 50, on va dire 50-50. Maintenant le reste, c'est à côté, à côté. Les cours d'anglais, le test d'anglais, si tu as pas eu, tu peux te demander des cours, de pré-session, pre-sessional courses là-bas, pour commencer des cours d'anglais avant que les cours ne commencent. ok. Donc si tes cours commencent en septembre, si tu as pas eu le score demandé, tu peux t'inscrire à l'université pour prendre des cours en juin, par exemple. Comme ça, tu vas plus tôt, et puis Mhm, donc ça veut dire que l'important, en tout cas, dans le visa, c'est la lettre inconditionnelle et puis les relevés bancaires. ok. Une fois que tu as réuni ça, bah, voilà, et moi, j'ai fait ça depuis le Ghana, vu qu'il y avait pas non il y a pas d'ambassade, il y avait pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Donc j'ai dû aller au Ghana pour faire ma procédure. Déjà, j'ai dû aller au Ghana pour le test anglais, parce qu'il y avait pas ça en Côte d'Ivoire. Attends, Je mais tu sais étais pas en si je pense que France, du coup, quand tu oui, je candidatais. rentre, je rentre pendant les vacances et tout Ok. ça, donc voilà. Donc chaque vacances, chaque été, je suis à Abidjan, donc Mhm, quand je suis rentrée, je suis allée faire la procédure. J'avais déjà, rompu mon contrat de bail, j'ai toutes mes affaires. J'ai donné mes affaires là-bas, j'ai dit: «Prenez-moi, je m'en vais». Donc je suis allée à Abidjan et j'ai commencé ma procédure, et du coup, je suis allée au Ghana pour le test d'anglais. Après, quand j'ai eu mon résultat, je suis encore allée pour le visa. ok. Et puis, en tout cas, je veux pas revivre encore toutes ces j'espère qu'en tout cas, ils vont alléger pour les prochaines années. Peut-être qu'ils ont déjà allégé, je sais pas, mais c'est très éreintant. Beaucoup de Mhm, paperasse, beaucoup de formulaires, mais voilà. Et puis voilà, j'ai reçu mon visa, donc je me suis envolée pour l'Angleterre. ok. Et voilà. J'ai commencé le master, au début, c'était difficile. L'accent, c'est même pas le fait que ce soit les cours même, mais l'accent même est très prononcé. Parce que Mhm, la différence avec l'anglais américain, c'est que l'anglais, britannique, il y a l'accent et il y a les mots. L'anglais est soutenu et l'accent est prononcé. mhm. Donc pour des choses que l'américain va dire de manière, simple, genre par exemple, s'il veut te demander de répéter, il va te dire, «What did you say?» Ça tu comprends. L'anglais, par exemple, va te dire, «I beg your pardon», À quoi? et I beg your pardon. Ok. c'est ça, «I beg your pardon», et il va te dire ça avec l'accent, «I beg your pardon», Ok. et très rapidement, et si tu ne sais déjà, même tu ne sais pas ce que ça veut dire,
tu comprends pas les expressions, parce que I beg your pardon, Mhm, mhm, mhm. je supplie ton pardon. Ça veut dire quoi? Ok. Donc tu vois, les termes sont un peu soutenus et puis, voilà. Donc au début, c'était difficile. Du coup, ce que je faisais, c'était que pendant les cours, j'essayais déjà, je regardais énormément de films en anglais. Je, I used to record, mmh, comment dire? J'enregistrais Les cours. les cours. C'est-à-dire pendant qu'on faisait cours, ça déjà, on le fait pas, hein. On ne le fait pas. En tout cas, je le dis pour les auditeurs et tout, c'est pas quelque chose à faire, tant que je ne demande pas la permission. Mais après, c'est les profs, donc ils étaient chiants. J'avais l'habitude d'enregistrer, c'est-à-dire quand le cours commence, je mets le record et le cours passe. Et puis après, quand je rentre à la maison, j'écoute. J'écoute et peut-être les notes que j'ai pas prises, ce que j'avais pas compris, j'essaie de rattraper. Donc, mais si vous voulez enregistrer, en tout cas vos professeurs, vous demandez la permission avant. Voilà. Donc, ça m'aidait beaucoup avec l'accent, ça m'aidait beaucoup avec la compréhension de certaines choses, parce que peut-être il y a des trucs qu'il avait eu à dire que je n'avais pas percuté. Mhm, Donc, quand je rentrais, ça me permettait de, voilà. Donc, c'est comme ça que il essayait beaucoup, beaucoup voilà, de m'accommoder avec. Et concernant ta question, quelle ville je vivais? Effectivement, je vivais Londres. Donc, quand j'ai été acceptée par Queen Mary. Donc, pour moi, c'était ça. C'était l'université idéale et tout. Et après, quand j'ai vu les fees, les frais et tout ça de scolarité, c'était énorme. Maman m'a dit non, vas-y, on va ici. J'ai dit non, parce que je voulais vraiment pas imposer ça à mes parents. C'était beaucoup. Donc, j'ai essayé de voir des autres universités qui m'avaient accepté. Et Cambridge University m'a accepté. Et quand j'ai vu les prix étaient abordables et puis ils avaient reçu des prix et tout ça, j'ai vu des reviews, donc j'ai dit, ah, ça c'est bien. Donc, je vais opter pour Coventry. Donc, j'ai turn down l'offre de Queen Mary par amour pour mes parents. Et puis, et quand j'ai accepté, ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait ses parents ici aussi en Angleterre et tout ça. Donc, j'ai été mise en contact avec un oncle et lui qui m'explique que oui, Coventry, c'est une ville, ta 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 ta. Je dis, et ça, c'était quelques jours avant mon départ. Quelques semaines, je crois, oui, quelques semaines avant mon départ. J'ai dit, comment ça, Coventry, une ville? Moi, je vais à Coventry University à Londres. Parce qu'effectivement, il y a Coventry University London. Donc, alors qu'il y a le main campus qui est à Coventry, la ville Ah, ok. Coventry. Donc, moi, je ne savais pas. Pour moi, Mhm. c'était à Londres que je partais. Ok, ok. À lui de me dire non, c'est une petite ville bien chic, estudiantine et tout ça. Je dis, mais non, moi, j'ai pas. Mais bon, après, j'avais déjà un truc et tout. Je dis, ah, ok. Bon. Donc, c'est pas grave. Et donc, je suis allée et tout. Et je suis allée à Coventry, mais c'est une très belle ville. Et le centre-ville, c'est l'université, quoi. Elle dit l'université au centre-ville et tout. Et c'est vraiment quoi, il y a beaucoup d'étudiants. Franchement, c'est chiant, c'est à 1 heure de Londres et tout ça. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mon master et tout ça. En tout cas, je me suis beaucoup accommodée. Ce qui était bien, c'est que Coventry, vu qu'il n'y a pas beaucoup, par exemple, dans ma classe, il n'y avait pas de francophones. J'étais la seule francophone. Il y avait Mhm, des gens de un peu partout dans le monde, des Sierra-Léonais, des Nigérians, des Turcs, des gens d'Azerbaïdjan, de Grèce, de Turquie. C'est la fin, je me souviens quand ma pote là, elle m'a dit qu'elle venait d'Azerbaïdjan. Je dit, ça, c'est quoi ça encore? Moi, je connaissais même pas. Je dis, Azerbaïdjan, ça, c'est OK. Et donc, des gens d'Oman et tout, franchement, c'était très, très, très cosmopolite et j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui m'a permis de m'améliorer en anglais parce que j'avais personne avec qui parler en français. mhm. Du coup, ouais. Donc, alors que si je partais à Londres, ici à Londres, les Français, ils sont un peu partout, quoi. Donc, ça n'allait pas forcément m'arranger. Surtout que j'ai énormément de parents aussi à Londres qui vivent un peu ici et là. Ça n'allait pas m'arranger. Donc, passer ce master-là à Coventry, ça m'a beaucoup aidé dans mon anglais parce que je parlais que ça. Mhm, mhm. Donc après ça, après le master, j'ai commencé à travailler. Euh,
j'ai cherché des stages et tout ça. J'ai commencé un stage à Canario au Finlande. Donc, je suis venue chez ma tante et tout ça. Et j'ai fait un stage de quelques mois. Et ensuite, quand j'ai gradué, j'ai eu une offre d'un cabinet, Hogan Lovells, en tant que paralegal. Donc, je sais pas postuler. Je revenais de vacances d'Abidjan et tout ça. Et quand je suis revenue, j'ai eu l'offre sur LinkedIn et tout qui m'offrait ça. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, paralegal, en fait, c'est un juriste, un assistant juridique, en fait. Je ne sais pas s'il y a vraiment un équivalent avec le système français, mais on va dire c'est un juriste. Donc, bon, c'est un professionnel du droit qui travaille sous la supervision d'avocats. Ok. Donc, il fait tout ce qui est recherche juridique, préparation des documents, suivi des dossiers, assistance. On travaille sur des dossiers, sur plein de dossiers et on ramène ça aux avocats. Et ça, en général, tu Donc, fais ça une fois que tu as eu ton master 2. pas forcément. T'as pas besoin d'avoir le master pour le faire, même la licence, à la licence, parce qu'ici, dès la licence, tu peux commencer à travailler en cabinet, pas en tant qu'avocat, bien sûr, mais en tant que paralegal, tu peux le faire. Ok. Donc, tant que tu as les aptitudes, ils te prennent. Ok. Donc, à partir de la licence, tu es juriste de formation. Donc, le bachelor, c'est bon. Maintenant, si tu veux faire, parce que le master, c'est la spécialisation. C'est différent de la licence. Mhm. Donc, une fois que tu as la licence, tu es censé avoir eu la formation de juriste nécessaire. Maintenant, Ok. si tu veux te spécialiser dans un secteur du droit, ça, maintenant, c'est toi qui vois. Mais du coup, toi, tu Donc, as commencé à faire du droit des affaires dès le début, en réalité. c'est Donc, ça. qu'est-ce que toi, tu fais comme spécialisation à partir du master 2? Euh, C'était du droit des affaires internationales. Donc, mon D'accord. master, je l'ai fait en International Business Law. Donc, ça comprend tout ce qui est droit maritime, tout ce qui est euh, Bill of Lading, tout. Et puis aussi l'arbitrage. Il y en a fait un peu d'arbitrage, de droit maritime, droit du commerce. Droit du commerce parce que le droit des affaires, c'est différent du droit des affaires internationales. La licence, vous voyez tout ce qui est droit privé. Ensuite, c'est du droit privé, en fait. Ils disent droit privé, droit des affaires. C'est différent du droit des affaires internationales. Le droit privé, vous voyez tout ce qui est droit des assurances, droit comptabilité, droit fiscal. Vous voyez aussi du droit pénal spécial, droit des contrats, tout ce qui, en tout cas tout ce qui a trait au privé. Vous voyez tout ça. Donc, les droits des contrats spéciaux et tout. Donc, voilà, ça, c'est vraiment purement au droit privé. Maintenant, le droit des affaires internationales, c'est beaucoup plus, ça recouvre beaucoup plus de droit international des affaires. Donc, droit pénal des affaires, droit des contrats, droit maritime, méthode alternative de résolution des conflits, donc médiation, arbitrage et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai vu en droit des affaires internationales. Voilà, corporate governance aussi, droit des sociétés, voilà, tout ça fait partie du droit privé, droit des sociétés, des affaires internationales, droit des sociétés, beaucoup de droits des sociétés, droit des sûretés, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, oui, ça, c'est un peu ça, ce que j'ai vu. Et surtout, beaucoup de corporate governance. Corporate governance, c'est très important en droit des affaires internationales aussi. Donc, ça, c'est le master. Ça, c'est beaucoup plus la spécialisation. Et puis après, voilà. Donc, quand j'ai fini le master, j'ai commencé à travailler pour Levels. Et après, ma maman m'a dit, pourquoi pas, parce que j'ai toujours voulu faire le doctorat, bah, pourquoi pas le faire en même temps. J'ai dit, ah, moi, j'ai commencé à travailler. Tu vois, ici, on paye par semaine, souvent dans certaines structures et tout. On te paye par semaine et tout ça. L'argent commençait à rentrer un peu. Donc, j'avais plus vraiment envie de retourner encore sur les bancs, faire un doctorat, tout ça. J'ai dit, ah, maman, il faut attendre un peu. Je vais gagner un peu d'argent et puis après. Mais le problème, c'est que si je... Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit que si je commençais à travailler, j'allais plus vouloir faire le doctorat. Mhm. Donc, j'ai dit, bon, ok, vas-y, vas-y, tu le fais un bon coup et puis c'est bon. Comme ça, après, voilà. Et c'était une très, très bonne idée. Donc, j'ai fait le doctorat. Euh, le doctorat, j'ai fait des...
le doctorat, oh, j'ai mis sur silencieux, je sais pas pourquoi. J'ai reçu encore des appels. Le doctorat, j'ai commencé à donner cours aussi pendant que je faisais le doctorat à C'est l'université. obligatoire? Non, c'est moi j'ai décidé de parce que it looks good on a resume. Donc c'est sur le CV, ça donne quand même et puis ça me fait une formation parce que moi j'ai toujours voulu donner cours. Moi Ah, ok. j'ai toujours dit et moi franchement, je sais pas comment je fais, mais j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et ça c'est pas l'avantage de tout le monde. Tout le monde C'est n'a vrai. pas cette aptitude-là. Moi, je me souviens quand j'étais en licence et que j'essayais de savoir ce que je voulais faire, j'ai toujours dit que je voulais être une consultante. Genre, j'ai dit consultante internationale. De même que j'ai prophétisé dans ma vie, j'ai dit je veux faire du droit commercial international et je l'ai fait. En licence, j'ai dit je veux être une consultante internationale. Et j'ai dit ça comme ça. Genre, pour travailler pour des multinationales après, pourquoi pas, et tout ça. Mais en tout cas, je veux être une consultante internationale et puis je veux donner cours aussi, tout, tout, tout. Et voilà, aujourd'hui, je suis consultante et je donne cours. Comme ça. Bon, pas encore pour des multinationales, quoique pour un cabinet avec qui on travaille pour des clients internationaux. Donc c'est toujours. Mais voilà, en gros, c'est ça. Speaking into existence. Je pense que c'est ça. En fait, quand tu prophétises de bonnes paroles sur ta vie, ça donne. Et puis, donc, j'ai commencé le doctorat, j'ai commencé à donner cours, et puis j'ai fini le doctorat. J'ai fini le doctorat, Avant ça, ici, en France, il y a le barreau. Il y a ce qu'on appelle le barreau. Donc, pour te qualifier en tant qu'avocat. Donc, c'est un examen que tu passes d'abord le CRFPA, qui est le concours général. Et une fois que tu passes le CRFPA, tu passes l'oral, tu entres en école d'avocat. Ici, il y a deux systèmes. Soit tu te qualifies en tant que barista, soit tu te qualifies en tant que solicitor. Les baristas, c'est l'équivalent, on peut dire, du, de l'avocat d'affaires, de l'avocat en France. C'est-à-dire que le barista, c'est celui qui va plaider, qui va faire ci, ça, le droit public, plaidoirie, c'est le barista, en termes très simples. Le solicitor, c'est l'avocat d'affaires. Donc, le solicitor, il ne plaide pas, mais il travaille avec les baristas quand il y a des plaidoiries à faire. Le solicitor, il fait tout ce qui est conseil, euh, rédaction de contrats. Le solliciteur, il fait tout ce qui est droit des affaires. En gros, c'est ça qu'il fait. Et D'accord. c'est beaucoup mieux rémunéré, en tout cas. Ok. Euh, donc, tous les grands cabinets d'avocats et tout, ce sont des sollicitors. Donc, ils travaillent pour les clients, pour des, des grosses affaires. Et puis, surtout d'arbitrage et tout ça. Beaucoup de contentieux. Et puis, voilà. En tout cas, c'est ça la différence entre barrister et sollicitor. Le sollicitor, il Ok. ne plaide pas à la cour, sauf certaines circonstances. Donc, moi, je voulais qualifier as a solicitor. Mais le problème, c'est qu'avant, il y avait une barrière. Parce que j'ai fait ma licence avant, je ne pouvais pas passer l'examen. Parce qu'ici, il demande à ce que tu aies un low degree. Un low degree, c'est que tu aies eu ton undergraduate, c'est-à-dire ta licence en droit anglais. Donc, que tu aies fait ta formation ici. Mhm. Donc, ta licence ici, quoi. Et moi, j'ai fait ma licence en France. Donc, il fallait que je fasse une année de reconversion, on va dire, Mhm. équivalence, que j'allais payer cher. Et ensuite, je vais passer l'examen de LPC 2 ans, que j'allais payer encore chaque année. J'ai dit, ah, non, donc, j'ai fait le doctorat. Et quand j'ai fait le doctorat, à la fin de ma thèse, quand je rédigeais la thèse et tout ça, il y a il y a une loi qui est sortie pour enlever cette barrière-là. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de faire 1 an d'équivalence. Tous ceux qui ont un diplôme étranger ont le droit de passer l'examen.
Donc, il y a plus de 1 an d'équivalence et 2 ans de format de LPC. Et puis ensuite, quand tu as ça, tu dois chercher un training contract, tout ça. Non. Maintenant, tous ceux qui ont un diplôme étranger, tous les avocats étrangers peuvent passer directement l'examen. On appelle ça maintenant le SQE, le Solicitor Qualification Examination. Ok. Donc, imagine si j'avais opté pour cette option et 3 ans plus tard, où je suis à la fin, on me dit qu'on enlève la barrière. Mhm, mhm, J'allais mhm. avoir les... Et donc, je me dis, tout ce que je fais, bon, c'est lui qui D'accord. m'a guidée. Sinon, j'allais avoir trop mal. J'allais dépenser, je sais pas, des dizaines de milliers de pounds là. Donc, j'ai dit, super. Donc, au moins, j'ai eu mon doctorat et tout ça. Après ça, je vais passer le SQ et puis on est bon. Moi, j'ai tout fait et puis je m'assois maintenant, je peux commencer à faire mes certificats. Sur quoi a porté ta thèse? Ma thèse était sur l'arbitrage. Donc, Tu parles euh, d'arbitrage, mais c'est quoi en fait l'arbitrage? l'arbitrage, c'est un mode, en français, on dit MAC, mode alternatif de résolution des conflits. Donc, l'arbitrage, se différencie du contentieux. Donc, le contentieux, c'est tout ce qui se passe au tribunal et tout ça. La cour et tout ça, tout ça. Pour parler en des termes très simples, l'arbitrage, c'est une justice privée. Certains disent de luxe, mais bon, moi, j'appelle ça une justice privée, qui est plus rapide que les tribunaux ordinaires. Donc, pour quelque chose que tu vas faire, tu vas passer pour un litige qui va durer peut-être 2 ans ou 3 ans au tribunal, tu peux avoir une décision en un an, par exemple, en arbitrage. Donc, cette, euh, cette alternative-là a été créée, on va dire, spécifiquement aussi pour ça, pour essayer de réduire un peu, comment dire, soulager un peu les tribunaux ordinaires. Mhm, Donc, tu as un arbitre et tu as un tribunal, tu as un tribunal arbitral qui est composé d'arbitres. Donc, si toi et moi, on a un contentieux, donc chacune de nous a une entreprise et on a un contentieux, disons que j'ai violé des clauses contractuelles, par exemple, et qu'on n'arrive pas à s'entendre, on essaie de discuter, mais on ne s'entend pas. On peut aller vers un arbitre qui va trancher, qui va dire qui a raison, qui a tort, et la décision va s'appliquer légalement. Donc, si par exemple, j'ai violé une clause, par exemple, qui disait que tu devais avoir un pourcentage sur telle transaction, etc., et que l'arbitre tranche en ta faveur, la sentence arbitrale, là, on va la prendre et on va l'exécuter dans tous les pays où j'ai des biens. Donc, cette sentence arbitrale, on va aller dans chaque juridiction où j'ai des biens, pouvoir prélever la somme que je te dois. mhm. Je comprends. Ok. Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est partial, parce que là, il n'y a pas de partialité comme au contentieux. Chacun a son avocat, il va dire oui, bon, mon client, tant, 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 tant. Non. C'est toi, c'est moi. On peut avoir des avocats de côté qui vont nous aider pour la paperasse. C'est toi, Mhm. c'est moi, et c'est l'arbitre ou le tribunal arbitral. Souvent, ils sont un ou ils sont trois. Ok. Donc, le tribunal arbitral va trancher. Ils sont pas censés nous connaître, ils sont pas censés avoir des liens avec nous. Si l'un des arbitres a un lien avec nous, on peut le révoquer. Donc, pour te dire que c'est vraiment un truc qui est impartial et Mhm. qui est plus rapide que le contentieux. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui m'a séduit avec l'arbitrage. C'est expéditif, c'est un peu coûteux, mais ça en vaut la peine. Parce que tu vois ton problème se résoudre plus rapidement qu'avec les tribunaux de juridiction ordinaire. C'est ça qui m'a passionné, surtout l'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est un arbitre très bien payé. Donc voilà. Ah tiens, Donc en parlons gros, c'est ça. salaire du coup, puisque tu parles d'argent. Ça paye combien le fait d'être avocat, tu gagnes, enfin, pas tu gagnes combien, mais c'est quoi les tranches salariales? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre l'arbitre et l'avocat d'affaires qui plaide plutôt au tribunal? Qu'est-ce que toi, ça a apporté en termes d'évolution salariale d'avoir fait un doctorat en plus? Et quels sont les écarts de salaire que tu
bah, dont tu es au courant entre travailler en Côte d'Ivoire, enfin, travailler en Côte d'Ivoire, oui, bah, disons travailler en Côte d'Ivoire éventuellement, travailler au Maroc, travailler en France ou travailler en Angleterre. Alors d'abord, la différence entre un avocat et un arbitre. Il faut déjà faire la différence. Un avocat, l'avocature, c'est une consécration, c'est un métier. C'est un métier, une profession. Mais l'arbitre, c'est une nomination. Ok, On te très bien. nomme arbitre. Donc, c'est deux choses différentes. Un avocat peut être arbitre. Un arbitre peut être un avocat. Mais les deux sont totalement différents parce que euh, un arbitre, par exemple, peut être un avocat ou un professeur, par exemple. Tant qu'il a Hmm. la connaissance, il peut être nommé arbitre dans des dossiers d'arbitrage. Alors que l'avocat, l'avocat ne peut pas, non, un arbitre peut être un avocat ou un professeur, mais mais un arbitre n'est pas forcément un avocat, en ce sens que l'avocature, c'est une conséquence, c'est-à-dire que tu passes un examen pour être avocat. Donc, D'accord. tant que tu n'as pas passé l'examen, tant que tu n'as pas fait t'as pas fait t'as pas passé le CAPA, par exemple en France, tu ne peux pas être un avocat. Donc, tu seras un juriste. Mais tu peux travailler en cabinet, mais tu resteras un juriste de Hmm. formation. Parce que du Mais coup, quand tu t'es présenté au début, tu as dit je suis juriste de c'est ça, de formation, formation. mais tu n'as pas C'est dit ça. que tu es avocate ni que tu es arbitre. C'est ça. Donc, là, j'explique. Je suis juriste de formation, c'est-à-dire ma formation. Tout avocat est juriste de formation. Maintenant, Mhm, après, il faut passer l'examen d'avocat. mhm, Moi, cette année, normalement, je passe le SQE, le Solicitor Qualification Examination. Bon, je devais passer mhm. l'année dernière, mais j'ai eu un peu la frousse parce que j'ai vu le success rate qui est de 40% dans l'examen, le SQE. Et I freaked out. J'étais là, genre, c'est pas possible. 40% de réussite. J'ai dit, attends, ok, attends, faut vraiment bien te préparer. Donc, et j'ai voulu passer en janvier. Donc, ce janvier, normalement, c'est le 15 et le 16 janvier. I freaked out again. Non, je suis pas prête. Donc, mais, non, en vrai, Qu'est-ce qui se passe? le, Parce que ça te ressemble pas, du coup, ouais, de d'avoir peur pour ce genre de choses. et c'est bizarre. Et je sais pas pourquoi. J'ai vraiment, souvent aussi, il m'arrive d'avoir peur de l'échec. Il m'arrive d'avoir peur de l'échec et c'est coûteux. C'est dit, l'examen est coûteux. J'ai déjà payé des frais pour les cours, parce que tu paies les cours et tout et les cours sont, c'est, les cours sont, it's massive. C'est-à-dire, c'est très long. C'est au moins 15 cours et 15 cours d'au moins 200 pages chacun. Donc, tu peux imaginer, en fait. Donc, quand je vois ça et je me dis, ah, je peux pas, non, il faut vraiment que je me prépare bien, faut que je me prépare bien. Donc, à chaque fois, je me disais, est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que je suis vraiment prête? Mhm. Et j'avais une collègue avec qui je travaille, enfin, que je travaillais, je travaille plus pour le cabinet. J'ai arrêté en décembre. J'ai une collègue avec qui je travaillais, qui l'a passé. Elle me disait, non, vas-y, tu peux le faire et tout ça. Euh, mais non, je l'ai pas, Elle l'a finalement, réussi? Et elle a réussi. Et elle a réussi, et je me suis dit, ah, mais finalement, je pense que peut-être que j'aurais pu take the plunge. Mais l'année dernière, enfin, en vrai, il y a eu beaucoup de choses, parce que je me suis mariée. Je Oh, suis mariée, c'est félicitations! ça. Merci. Je suis mariée l'année dernière et tout, donc je me suis dit, ouais, puis le stress et tout, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment pouvoir allier tout ça? Parce que moi, je regarde tout. Donc, le mariage, déjà, il faut que si ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, avec les cours et puis le stress au travail, c'était beaucoup. Parce que je me souviens, j'avais un dossier très compliqué que j'avais à charge. Bon, nos clients, c'était la fondation Gates, Melinda and Gates Foundation. Et c'est moi qui avais à charge le dossier. Et puis, t'imaginer les calls every day, et parce que c'est les Blancs, eux, leur argent, là, tu prends pas ça comme ça, hein. Voilà, voilà, faut charbonner. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de stress, toujours les courses, les meetings.
répondre à leurs questions, faire ci, ça, parce ils veulent implanter leur, euh, leur fondation au Sénégal et tout. Et nous, comme on couvre toute l'Afrique de l'Ouest, donc je suis sur plusieurs pays aussi, dépendamment des dossiers, c'était beaucoup. Mhm. Donc, avec le mariage, et puis les cours que je donnais aussi, il Mhm. dit, est-ce que oui, il a dit, ah non, tu vois, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, non, je vais le passer en janvier. Et après le mariage, et toutes les choses ont commencé à flot. J'ai dit, je vais commencer à bosser. Puis après, j'ai eu la flemme. Je m'en- J'ai dit, attends. Donc, j'ai dit, juillet, je vais passer. Non, en juillet, je te dirai que j'ai passé l'examen. J'ai Yes. commencé tout ça. Et puis voilà. Mais l'année dernière, c'était too much. J'avais trop de choses. Donc voilà. Donc, je suis juriste de formation, je suis consultante juridique. J'ai travaillé sur des dossiers d'arbitrage, mais je ne suis pas arbitre. Parce que Ok. l'arbitre, c'est celui qui fait partie des tribunaux arbitraux. Parce que l'arbitrage, il y a des counsels. Counsels sont les conseillers. Désolée, souvent, je vais des termes français que vraiment, j'ai quitté trop, que j'ai quitté trop vite mon pays. Euh, Tu peux être counsel, c'est-à-dire je conseille les parties. Donc, genre, soit les avocats ou voilà, des gens comme moi, travaillent dans des cabinets d'avocats. Et il y a les arbitres. Donc, les counsels, ce sont ceux qui conseillent les clients, Ok. tu vois. Donc, les counsels conseillent les clients et tout ça. Et ils constituent tous les dossiers, tout ça, pour les différentes parties. Et maintenant, les arbitres, ils tranchent. Ok. Donc, moi, les dossiers sur lesquels j'ai pu travailler, c'était beaucoup en tant que counsel. Ensuite, ils vont, parce que pour être nominé encore, c'est une autre paire de manches. Tu Hmm. gagnes beaucoup d'argent en tant qu'arbitre. Tu factures beaucoup à l'heure et tout ça, les commissions, les success fees. Mais pour être nominé, il y a encore beaucoup d'écarts salarial dans le domaine. Donc, tu peux imaginer déjà être nominé parce que c'est pas encore comme si c'est une profession où, voilà, non, on te nomme. Donc, les Qui te partis ou nomme? les institutions, les partis, ce sont les partis. Donc, toi et moi, si on est en contentieux, c'est nous qui allons nommer les arbitres. Donc, si toi, tu es une Anglaise et moi, tu es une Australienne, et que quand, on a une liste d'arbitres parce que les arbitres sont nommés, ils sont sur une liste, il y a une liste d'arbitres. Donc ça dépend. Si tu fais un arbitrage institutionnel, parce que tu peux faire, il y a deux types d'arbitrage. Il y a l'arbitrage ad hoc, où ce sont les parties qui conviennent de comment la procédure va se faire et tout ça. Donc, il y a une clause d'arbitrage dans le contrat généralement. Donc, dans notre contrat, peut-être on dit en cas de différend, généralement, il y a ça dans les contrats, hein. Mhm. En cas de différend, les parties conviennent de s'accorder mutuellement, patati patata, juridique. Mais si les différends ne sont toujours pas réglés, ils se référeront peut-être à l'arbitrage ou bien aux tribunaux de juridiction ordinaire ou contentieux. Mais Mhm. généralement, maintenant, c'est l'arbitrage parce que les gens s'emmerdent plus à aller dans les tribunaux, surtout en Afrique où il y a énormément de corruption. Mhm. Imagine si moi, je connais le juge de la cour au plateau, etc., etc. Bah, c'est fini, c'est fini pour toi, en fait. Donc, l'arbitrage est venu là vraiment pour baliser tout Mhm. donc, il y a l'arbitrage ad hoc où c'est nous qui décidons en fait des différentes clauses, comment la procédure va se dérouler, où est-ce que ça va se dérouler, parce qu'il y a le siège de l'arbitrage, il y a beaucoup de choses, il y a, comment on appelle ça, la loi qui va s'appliquer au contrat, la loi qui va s'appliquer à la procédure d'arbitrage, tout ça, tout ça. Donc, tout ça, ça a différents... Oh oui, le temps passe vite, hein. Ça a différents, chaque loi qu'on va choisir aura différents impacts. Donc, si on dit que la loi qui va gouverner la procédure, c'est le droit anglais, on va suivre la loi anglaise qui va déterminer la procédure. C'est Ok. différent de la loi qui régit notre contrat même de base, tu vois. Mhm. 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 Donc, Mhm. c'est vraiment libre. Donc, si on pense que l'Angleterre est mieux que la Côte d'Ivoire parce qu'il y a moins de corruption et on pense que ça sera beaucoup plus juste, on peut décider de dire que la loi qui va s'appliquer à la procédure est la loi anglaise. Et Ok. nous, ça nous avantage parce que c'est plus... Voilà. Maintenant, il y a l'arbitrage institutionnel. Il y a des institutions d'arbitrage. Avec eux, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Eux, tout est déjà fixe. Ils ont déjà une liste d'arbitres.
qu'ils vont te Mhm. proposer, la loi qui va s'appliquer au truc, c'est déjà selon eux, ils ont leur règlement, ils ont tout, tout, tout. Donc, eux, tu viens juste leur déposer ton dossier, eux, ils se chargent de tout. Ils te Ok. disent la telle loi, telle loi, telle loi, telle loi. Donc, c'est les deux. Mais c'est plus cher, puisque Mm. c'est eux qui te fournissent le package. Alors que ad hoc, c'est moins cher, mais et puis c'est vous qui allez décider. Si vous avez de bons avocats chacun, c'est bon. Mais si Mhm, vous, mhm. voilà, et puis si vous tombez sur des gens qui sont, voilà, voilà, ça peut être compliqué. Donc, c'est Ok. deux types de trucs. Donc, tu as une liste. Donc, imagine, toi, tu es anglais, je suis australienne, et on veut avoir on veut résoudre notre litige. Et on voit un Nigérian, un Français, un Anglais, un Ivoirien. Combien de chances est-ce que il y a qu'on puisse choisir un Ivoirien ou un Nigérien? Sachant qu'on est tous deux des Occidentaux. Mhm, Très peu de mhm, chances. Donc, il y a un problème d'inclusion encore. Et c'est ça le problème. Donc, tu peux être sur une liste d'arbitrage, mais tant que, malheureusement, je vais le dire, tu es noir, tu as peu de chances d'être nommé. mhm. Je vois. Parce que ce sont les partis qui choisissent. Et il y a eu il y a eu un cas en Amérique, l'Arbitration Association, American Arbitration Association, où je pense Jay-Z avait commencé une procédure d'arbitrage et il a demandé une liste d'arbitres. Et sur la liste d'arbitres, il n'y avait que des blancs. Et il a dit, mais c'est pas normal. Mhm. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas me dire que toute votre liste là, C'est... il y a aucun noir. Et il s'est fait le buzz, hein. Il a dit non, que lui, il fait pas en tout cas, he will not rely on them s'il y a pas il n'a pas une liste exhaustive. Eux, ils font une présélection. Enfin, ils sélectionnent déjà certains arbitres qu'ils te soumettent ou bien ils te donnent la liste complète. Normalement, ils doivent te donner la liste complète. Mais dans son cas, ils ont donné qu'une liste de blancs. Mm. Alors qu'il n'y a pas que des blancs qui sont arbitres. Et ça prouve beaucoup de choses, donc pour te dire que le métier encore manque beaucoup d'inclusion. Donc imagine quand tu es noir et que tu es une femme. Parce que même entre eux, là, les blancs, là, les femmes, elles sont pas très souvent autant. Parce que ils appellent ça le the white guy, the perfect white guy. Quand tu es blanc, tu es bien en costume, bien, yeux bleus. Pour toi, pour eux, c'est le prototype parfait, quoi. Donc, même les femmes blanches, elles ont encore ce problème d'inclusion-là. Mais quand même, elles réussissent à être nommées. Donc, Mm. imagine, tu es noire et tu es une Tu es femme. femme. C'est encore plus difficile. Et malheureusement, même sous nos tropiques, à la CCJ, à la Cour commune de justice d'arbitrage, eux-mêmes, ils nomment très souvent aussi il y a des Français. Les partis nomment très souvent des Français. Mm. Euh, euh, Alain Fénion, le boulanger, Philippe le boulanger, etc., etc., etc. Alors qu'il y a des arbitres africains qui sont excellents dans leur Tu domaine penses au que Côte c'est d'Ivoire, un, au Bénin. Ouais. tu penses que c'est un héritage de la colonisation, du fait qu'on n'ait pas Effectivement. confiance en les gens qui viennent de chez nous, on considère automatiquement que les Occidentaux sont meilleurs, sont performants, sont plus intelligents, sont plus forts, et donc on a plus confiance en eux pour ce genre de cas. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein. Mm. Toujours. Et surtout, chez nous, c'est ça. Et c'est très dommage parce que je connais des arbitres noirs tellement excellents. Et c'est vraiment dommage. Il y en a qui ont des cas qui se font nommer. C'est pour ça que l'arbitrage, c'est beaucoup de connection, beaucoup de relations. Il faut vraiment avoir un portefeuille relationnel assez grand. Mhm. Mhm. Parce que tu peux être arbitre, tu peux avoir toutes les compétences. Si on ne te nomme pas, tu n'as pas de dossier d'arbitrage. Donc, surtout si tu es dans l'ICC, par exemple, la CCI en France, à Paris, au moins, ils essaient voilà, ils sont un peu plus inclusifs. Ils essaient beaucoup voilà. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaps. Et c'est Mm. vraiment dommage. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'arbitrage, il y a différents rôles, hein. Il n'y a pas seulement le métier d'arbitre. Tu peux être counsel, ça coûte, c'est très, très bien payé. Mhm. Euh, Tu peux être secrétaire de tribunal arbitral, qui est très bien payé aussi. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de... En tout cas, l'arbitrage est généralement bien payé. Mais en Ok. tout cas, on y arrivera. En Afrique, j'ai confiance qu'on y arrivera et qu'on pourra être nommé pour de grands dossiers institutionnels, l'arbitrage investissement entre États, quoi, quoi, quoi. J'ai confiance. Donc, voilà, c'est un peu ça. Tu vois déjà les choses bouger un peu? On essaie en tout cas, mais je vois les choses bouger parce que je participe à des conférences, je participe à des séminaires.
Je rencontre beaucoup de praticiens un peu partout dans le monde, surtout d'Afrique, parce que j'ai fait une académie, l'Africa Arbitration Academy, c'est une académie d'arbitrage africaine, où il y a des praticiens d'un peu partout dans l'Afrique, Zimbabwe, Nigeria, Kenya, un peu partout, pendant 3 semaines, ici à Londres, et c'était très enrichissant. J'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient des dossiers. Malheureusement, le problème, c'est qu'ils ont des dossiers, euh, des dossiers locaux. Donc, Mhm. l'arbitrage, domestic arbitration, comment on dit ça? L'arbitrage domestique, Local, comment on dit c'était ça en correct. français? Local, oui, local, c'est ça? Ok. Donc, l'arbitrage, beaucoup d'arbitrage local. Bon, mais pas d'arbitrage international. C'est Mhm. ça qui génère plus d'argent, tu vois. Mhm. Mhm. Et eux, ils veulent s'exporter parce qu'ils savent qu'ils ont les compétences. Mhm. Mais c'est ça, c'est difficile pour certains. Le, tant que t'as pas vraiment la notoriété, faut vraiment avoir la notoriété pour qu'on te choisisse. Donc, tant Mhm. que t'as pas la notoriété, c'est difficile. Ok, Mais ça avance. Je pense que ça avance. ok. Ça avance. Et j'ai confiance que ça avancera. Parce que j'essaie aussi de faire tourner les choses en Côte d'Ivoire. Il y a une certaine nonchalance. Et il y a peu, malheureusement, dans nos écoles, les- il y a pas vraiment de... Les gens commencent il y a des cours hein, sur l'arbitrage et tout ça, mais c'est pas tellement mis en avant, Mhm. malheureusement. C'est pas tellement mis en avant, ça fait que dans le cursus, les gens ne vont pas forcément dire, OK, je vais être arbitre, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que Ils c'est. connaissent Ils ont pas. des cours, c'est quoi l'arbitrage, c'est quoi ceci, cela, mais des cours approfondis pour en faire vraiment un métier, bon, un petit métier, en tout cas quelque chose qu'ils veulent faire plus tard. Mhm. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment changer. Je veux vraiment emphasize that en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, j'essaie de, voilà. Il y a une institution ici, le Chartered Institute of Arbitrators. Euh, J'essaie de créer un chapitre en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent avoir l'institution là-bas. Mais malheureusement, Mhm. on demande un certain nombre de membres et on demande au moins 15 membres. 15 arbitres en Côte d'Ivoire. Je réfléchis, je sais pas, c'est compliqué. Ok, je vois. Bah écoute, là justement avec le podcast, tu feras connaître ton domaine, l'arbitrage, et j'espère que ça va motiver nos jeunes étudiants et étudiantes en droit Mhm. C'est à ça. choisir ce domaine-là. Nous sommes à la fin de cette première partie de l'interview avec Yacine, donc n'hésitez pas à vous référer à la barre de description pour avoir le sommaire et avoir directement le chapitre qui vous intéresse, et on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite.